Tiens, toi, Jessica, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Vétérinaire. Je veux être pompier. Et toi, Vincent? Je veux beaucoup de temps libre, avoir l'impression d'être en vacances même quand je travaille. Ouais, d'accord. Et quel métier va te permettre de faire ça plus tard? Fonctionnaire, comme vous, monsieur. Je te rappelle du bureau, c'est gratuit. Voici ton permis de chasse, Gérard. Je t'ai apporté des cailles. Des cailles, mais merci, mais fallait pas. Les fonctionnaires seront encouragés au départ en temps voulu. Jérôme. Il n'y a pas que le Jérôme commandeur des spectacles, malgré que on est entouré, nous, de salles de spectacle. On a Amiens, le Zénith, oui, il y a le Tigre à Compiègne. Mégacité. Mégacité, où vous êtes passé. Je suis venu il n'y a pas longtemps, ouais. Et là, vous venez à Beauvais pour Irréductible, votre second film. Oui. Donc, alors, Irréductible, on l'a découvert, nous, hier, on a passé un excellent moment, une excellente matinée. Ah, avec, voilà. Là, comme ça, au moins, l'interview démarre bien. Ah, bon. Avec un certain Vincent Pelletier. Alors, qui est Vincent Pelletier? Alors, Vincent Pelletier, c'est au départ, un paisible fonctionnaire des eaux et forêts à Limoges. Et puis, il se passe à Bercy, comme c'est le cas souvent, ça a généré d'ailleurs beaucoup de mécontentement dans le pays. Une comédie, ça peut aussi parler de choses un peu tangibles, un peu concrètes, qui parlent aux gens. Moi, je crois en plus que c'est comme ça qu'on les réussit. En tout cas, qu'on souhaite les réussir. C'est au public de dire si c'est réussi ou pas. Mais donc, c'est l'histoire d'une réforme qui part de Bercy, puis on veut fermer le service des eaux et forêts, puis on dit, comme c'est le cas souvent, bon, il y aura de la casse, mais c'est pas grave, ils ont qu'à se démerder. Si vous refusez mon chèque, je vais vous muter dans un endroit pas rigolo du tout. Ils veulent te virer. Ils proposent des mutations dans des endroits impossibles. Je fais quoi, je signe? Non, mais ne blasphème pas, Vincent. Et puis, lui, il veut pas, parce qu'il est bien, mais on lui dit de partir avec son petit chèque. Alors l'inspectrice, qui est jouée par Pascal Arbillot, qui le reçoit au ministère des Finances, lui dit, mon petit monsieur, c'est jamais arrivé que vous restiez, on vous dit de partir. Et lui, il dit non, mais je reste. Alors, elle le mute dans les endroits les plus dégueulasses ou les plus difficiles, dirons-nous, de la planète pour le faire sortir de l'administration. Et puis, ça se passe plutôt bien. En tout cas, il tient, il s'accroche. Et donc là, elle joue son va-tout et elle le mute au Groenland pour qu'il protège les chercheurs d'une base scientifique des attaques d'ours. Voilà. Trouvez-moi un poste à pourvoir dans une fosse à purin, un égout, une sanisette, ce que vous voulez démerder, vous, mais trouvez-le-moi. Votre travail consiste à protéger les chercheurs de la station contre les attaques d'ours polaires. Et là, le film prend... On est à un quart d'heure du début et le film là prend encore une autre tournure. Il faut aller voir le film pour voir cette tournure. Ouais, ah bah oui. C'est mieux. Et d'ailleurs, puisqu'il protège au niveau des ours, je pense qu'il y a un moment très intime avec. Ah oui. Oui, alors je ne sais pas qui regarde, alors on va dire que c'est un public familial qui nous regarde, donc, mais oui, non, plus sérieusement, je parlais tout à l'heure de faire de la comédie avec des choses concrètes. C'est vrai qu'il y a plein de... en fait, comme c'est une adaptation, moi j'aime beaucoup le dire parce que c'est un type formidable qui a réalisé Quo Vado, c'est le titre du film original italien, qui est sorti en 2016, mais il a été écrit en 2012-2013. Donc Italie 2012 versus France 2022, il y a 10 ans, au cours desquels c'est une banalité, mais il s'est passé, on s'est pris 3 TGV dans la figure, quoi, entre Trump, les rapports hommes-femmes qui ont été complètement rebattus, les identités des communautés, etc. Enfin bref, tout ce qui s'est passé en 10 ans qui a complètement changé la société. Et je me disais que c'était bien de faire un film d'abord sur le déclassement, sur un peu cette idée qu'aujourd'hui on se retrouve plus vraiment dans notre monde, quoi, parce qu'on a de moins en moins de repères et souvent, moi qui ai eu le privilège de faire une grosse tournée d'avant-première dans les cinémas, les gens me disent mais c'est vrai, vous avez raison, à qui on parle, qui sont nos interlocuteurs, le job il ferme, on te dit au revoir et puis tu te démerderas. Donc tout ça, ça m'intéressait. Le climat, parce que vous le disiez, le Groenland, c'est un personnage à part entière du film. Donc, c'est bien de faire le Groenland en 2022 et pas en 2012.
ou 15, où les préoccupations, les problématiques de ce genre de territoire étaient évidemment pas les mêmes. Là, on parle de la chaleur, il fait 25 degrés, tout le monde s'en fout, dit à un moment mon héroïne dans le film. Bref, la mixité, les familles recomposées, etc., etc., etc. Et donc, justement, parlons un peu du casting. Oui. Un excellent casting autour de vous, puisque vous êtes caméléon, devant et derrière la caméra. Oui. Et on retrouve Laetitia Doche, Oui, qui vient d'un cinéma un peu plus pointu, qui est très fraîche, qui apporte, qui fait l'héroïne, qui est voilà. Il y a Valérie Lemercier qui m'accueille dans la base scientifique. Il y a une petite apparition, je dirais pas pourquoi, de Gérard Depardieu, mais qui vaut son pesant de cacahuètes où il parle de la France, sujet qu'il connaît bien. Il y a Christian Clavier en syndicaliste du rail. Il y a Gérard Darmon, ministre de la fonction publique, qui, je pense, le film durait 10 minutes de plus, il se prenait un MeToo au cul, parce que vraiment, ça... Il a un regard, on va dire. Il a un regard. Il a le regard. Oui, il a un regard un peu insistant sur la jante féminine. Pascal Arbillot, je l'ai dit, qui me reçoit à Bercy. Esteban, qui est mon guide dans la jungle. Alors c'est pareil, je ne peux pas raconter, mais... Il y a de la jungle, il y a du Groenland, il y a de la Suède, il y a du Paris, il y a Limoges. J'ai un copain qui m'a donné une très bonne définition pour le film, en tout cas que j'aime beaucoup. Il m'a dit c'est l'histoire d'un gars qui va se retrouver à faire le tour du monde parce qu'il ne veut pas quitter son bureau. Et c'est exactement ça. Si on regarde bien, à la base, il fait un tout petit trajet le matin. Il fait un tout petit trajet. Oui, il est dans une France un peu, moi que j'aime beaucoup. Après, voilà, chacun, il y a des urbains, il y a des campagnards, moi j'adore ça, j'adore la campagne, j'adore voilà, alors Limoges, c'est pas tout à fait la campagne, autour c'est la campagne, mais il est dans une France un peu comme ça, un peu éternelle, ou en tout cas qu'on a dépeint nous comme éternelle. On caricature beaucoup dans le film. Mais la caricature, c'est j'allais dire, c'est une déformation de la réalité. Donc, c'est pas la réalité, surtout pas. Mais il est dans et c'est vraiment le principe de la comédie, ce qu'on fait, c'est qu'on le baigne dans un bain, dans un tambour de machine à laver, et il ressort complètement essoré, mais différent. C'est ça l'apanage des films et des comédies, c'est que le héros, c'est ce qu'on apprend dans les écoles de cinéma, le héros doit toujours sortir différent pour que les gens aient quelque chose à manger, que ça puisse infuser. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait. Et justement, comment on travaille en étant à la fois réalisateur et acteur du film? Moi, j'aime bien dire que je suis un réalisateur en apprentissage, parce que je trouve qu'il faut avoir fait tellement de films pour... c'est tellement inouï la palette d'activités que couvre la réalisation, parce que vous êtes avec tous les corps de métier, vous devez savoir monter, vous devez avoir une oreille pour le mixage, un goût pour la musique. Donc moi, quand je vois des réalisateurs, j'aime bien me dire que voilà, je suis en formation, alors je ne suis pas stagiaire non plus, mais j'aime bien cette idée qu'on devient réalisateur après 4-5 films. Je trouve que c'est une très belle idée, et puis en plus elle rend hommage à tous ces gens-là. Moi je me souviens, Régis Varnier était venu me voir un jour au théâtre, et puis il me dit « Vous faites quoi ?» Je dis « Je vais réaliser mon film ». Et puis j'avais vu un petit mouvement de sourcil du genre, mon coco, t'es pas au bout de tes peines, quoi. Mais c'est vrai que quand il y a des Patrice Lecomte, il y a des... moi, j'adore mes aînés. Moi, je suis très fasciné par mes aînés. Ah ben justement, parlons-en, le Splendide. Oui, le Splendide. Avoir, alors sous sa direction, j'aime pas le terme, mais avoir avec soi. Ouais, avec soi, Christian Clavier, dans le film d'avant, Thierry Lhermitte, Marianne Chazelle, avoir joué aussi avec Josiane Balasco dans un autre film. Oui, j'en ai fait. Mais c'est marrant parce qu'ils ont jalonné, c'est le hasard complet. Et j'ai dû faire un film sur 2 avec eux. Alors ça fait quoi? C'est marrant parce que c'est toujours le petit enfant qui parle, et à chaque fois je me dis, il y a toujours un moment où, même si je fais une télé avec Gérard Jugnot et on va déconner, il y a toujours un moment où je m'arrête et je me dis, ah quand même, c'est Gérard Jugnot, ah quand même, c'est Thierry Lhermitte, c'est Josiane Balasco. J'ai toujours, parce que pour ma génération, je pense, moi j'ai 46, c'est vraiment c'est le panthéon de l'humour, quoi. Enfin en tout cas, c'est mon panthéon personnel de l'humour. C'est le nôtre. Et
mais même si j'adore, évidemment, je suis fou des nuls, des inconnus, j'adore Louis de Funès, j'adore. Enfin, on a une telle diversité dans l'humour au cinéma en France qui fait plaisir à voir. Mais eux, je sais pas. Enfin, si je sais, je pense que c'est parce que ça vient titiller l'enfant que j'étais et qui s'est vraiment formé au cinéma avec, alors pas le Splendide parce que c'est passé plus tard. Enfin, je veux dire, j'étais trop gamin, faut pas exagérer non plus. Mais Scout toujours, je me souviens, j'avais le père d'un copain qui avait une carte au vidéoclub. Alors, pardon pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est du chinois. Mais il avait une carte au vidéoclub et j'avais été prendre Scout toujours. On était rentrés, on suait des tempes parce qu'on avait l'impression d'avoir, je sais pas moi, fait un truc hyper répréhensible. Et voilà, il y a toujours un comédien du Splendide dans ma tête, que ce soit dans un film que je réalise ou pratiquement dans lesquels je joue. Moi, quand je vous vois, que ce soit sur scène et que ce soit au cinéma, pour l'avoir vu aussi à ses débuts, je vois du Muriel Robin en vous. Ah, ça me fait... Bah, vous prenez ou vous prenez pas? Ah bah, c'est pas que je prends, c'est que ça me fait très plaisir parce qu'on me le dit jamais. Et c'est vrai qu'il y a une forme de... Je dirais sur scène, pas au cinéma parce que c'est encore autre chose, mais oui, sur scène, il y a vraiment ce tempo. Oui, il y a un tempo, ouais. Oui, ça me touche beaucoup. Et oui, elle, alors, ça nous donne l'occasion de revenir sur le film, mais c'est vrai que Valérie Lemercier, qui joue dedans, et Muriel Robin ont une place, voilà. Je dirais L2 et le Splendide, c'est le hasard parce qu'on en parlait, mais c'est un peu mon jardin, quoi. J'allais les voir, Muriel et Valérie. J'étais au lycée. On est au début des années 90 quand vraiment elles explosent. D'abord sur scène. Et je me souviens très bien, je prenais un ticket, je crois, ben non, il n'y avait même pas Internet. Je prenais un ticket de RER et puis je priais, j'arrivais je suis allé 4-5 fois aller voir le même spectacle chacune. Donc c'est rare d'aller voir 5 fois. Mais parce que c'était comme... je sais pas comment dire. Comme passer un moment avec quelqu'un, en fait. Au bout d'un moment, on n'écoute plus parce qu'on connaît par cœur. Mais comme un fan, comme un fan, j'allais dire, que j'étais. Voyez, il file direct à l'entrejambe. Lors d'un apéro chez des amis, vous avez jamais eu de chien qui est venu vous renifler la bite? Si. Je vous rassure, Fabrice a été très bien recousu. Ils l'ont même un petit peu upgradé. Je dis ça si ça vous arrive. On va le laisser refroidir un peu. Vous me signez un certificat de non-habilitation. Le chercheur avec qui vous êtes supposé travailler va être déçu. C'est un chercheur. Ouais. Il cherchera quelqu'un d'autre. Et donc justement, comment s'est passé le tournage dans ces temps compliqués avec le Covid? Alors je ne sais pas si le tournage a eu lieu avant le Covid. Pendant, on était deuxième confinement, alors, je ne sais plus comment dire, parce que c'était un confinement allégé, mais premier ou deuxième couvre-feu, enfin je ne sais plus bien, mais c'était le deuxième semestre 2020. Les pays ouvraient et fermaient un peu au gré des autorisations sanitaires, un peu comme chez nous. Donc on a tourné là où on a pu, là où les pays ont bien voulu de nous. En fait, ce qui est particulier, alors je croise les doigts pour que ça ne se reproduise plus, mais c'est vrai que en fait, vous faites presque 3 films en un parce que vous dépensez une énergie folle sur des pistes qui ne verront jamais le jour, parce que par exemple, on vous dit vous êtes le 1er octobre et puis on vous dit le 15 octobre, on saura si on peut aller tourner en Suède le 22. Ah mais non, mais c'est impossible, on ne peut pas prendre 7 jours pour préparer la Suède, il nous faut au moins 15 jours. Bon, je les rappelle, mais alors ils disent qu'ils peuvent peut-être nous dire le 9. Le 9, ils sauront s'ils peuvent donner une réponse le 13. Enfin, voilà. Tout est comme ça parce que tout est assujetti à la pandémie. C'était pareil chez nous. Donc ouais, le restaurant, tu sais, il y a un restaurant là en banlieue parisienne. Alors ils veulent bien, mais on ne peut plus passer par la terrasse. Enfin non, on ne peut plus passer par la salle, ils nous ouvrent la terrasse. Mais oui, mais c'est une scène de restaurant à l'intérieur. Voilà. Et donc on a préparé presque 2 ou 3 films en un, et à chaque fois on mettait à la poubelle systématiquement toutes les pistes qui ne voyaient jamais le jour. Donc c'est un peu fastidieux, et en même temps c'est comme toutes les expériences collectives. Moi j'aime bien dire que c'est comme les fins de colo.
on se serre tous dans les bras avec l'œil un peu brillant, un peu ému, et on est heureux d'avoir fait ça, quoi. Et donc, puisqu'on en parle un tout petit peu dans le film de Valérie Lemercier, Oui. C'est une scène relativement courte, Oui. mais qui est, elle est irrésistible dans son monologue, on va dire, Oui, où elle vous donne des explications bien précises. Et justement, comment on écrit ça? Est-ce qu'on laisse une part d'improvisation, ce que je doute, ou est-ce que c'est totalement écrit? Non, vous le dites très bien. C'est amusant parce qu'on a eu le cas avec une scène avec Pascal Arbillot, où on s'est regardé et on a dit oui, mais attends, il y a un problème de sens, parce que oui, c'est vrai qu'il y a un problème de sens, parce que s'il dit qu'il est allé là-bas, mais moi je suis pas sûr de savoir qu'il est déjà allé là-bas, enfin qui sont typiquement les questions que vous posez systématiquement quand vous le tournez, parce qu'une fois que c'est en boîte et que vous partez à 300 bornes, il n'est pas question de revenir sur le décor de la veille. Donc il y a quand même une pression sur le sens, en fait. Et on a fait un truc qu'il ne faut jamais faire. On s'est mis avec 3-4 personnes, Pascal, mon directeur technique, mon chef op, on a pris un bout de papier, puis on s'est mis à regratter 2-3 dialogues. Et je ne le ferai plus jamais de ma vie. C'est-à-dire que s'il y a une connerie au scénar, elle sera... Alors, j'exagère, parce qu'évidemment, il y a plein de moments où vous pouvez vous rendre compte. Mais tout ça pour répondre à votre question, de dire qu'il ne faut pas improviser. Alors, et souvent, moi, je fais plus appel à mon expérience de comédien, mais tous les moments de bravoure où il y a un comédien qui plie en quatre, toute l'équipe, qui s'essuie les yeux, on dit, mais là, on a un truc formidable. Allez, à 80% du temps, quand vous le revoyez sur votre banc de montage en plein mois de novembre, vous n'êtes plus du tout dans l'énergie du tournage, ce moment de bravoure, il finit à la poubelle. Donc, bien tourner le scénario, c'est déjà énorme. Et est-ce qu'il y a vraiment une écriture de la comédie différente du drame? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse d'aller vers le drame? Peut-être, non, je dirais peut-être il y a une musique de la comédie. Il y a une musique, c'est-à-dire que, je sais pas, j'essaie de prendre plein d'exemples différents, mais de Houry à Jean-Marie Poiret, en passant par Danny Boone, enfin, on pourrait y passer la nuit, mais... je pense qu'il y a une musique. Il y a une musique de la comédie, oui. Qui est aussi bien dans le débit, qui est dans le débit et dans le montage. Voilà, il y a quelque chose de... Il faut que ce soit sec, quoi. Il y a quelque chose de... Là, on le sent dans le film, il y a vraiment un tempo. Oui, et d'ailleurs, alors moi je le revendique, on a fait pas mal de projections tests avec des publics comme ça, un peu à l'aveugle. C'est peut-être une des meilleures expériences de ma vie, parce que souvent, on voyait les gags arriver et retentir dans la salle, en rire, quand on les avait rabotés, quoi. Et parfois, on le dit souvent, mais quelques images de plus et le rire ne vient pas. Oui, parce que sur une comédie, au moins sur les tests, on a un élément très clair, c'est le rire. On a un drame, on ne va pas les vérifier si tout le monde pleure, mais sur une comédie, c'est aussi l'essentiel. Oui, mais c'est très drôle. Moi, je trouve à la fois l'exercice de la comédie grand public très violent et très sain. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce genre de film pour avoir 3 portraits dans l'IB avec, je sais pas moi, un clair-obscur avec ma main et voilà, ouais. On fait pas ça pour ça, on fait ça pour le public. Moi, je me cache pas derrière mon petit doigt. J'ai envie que ce film, il repasse dans 4-5 ans à la télé, à Noël, comme on se refait un Amélie Poulain, un Ch'ti, un Houry. Donc, j'aime bien cette... je trouve ça très sain. C'est-à-dire qu'on est en prise directe avec le public et il faut qu'il rie. Et s'il rit, il fera du bouche à oreille. Ben moi, ça me va très bien. Et ils viennent pour ça. Radio Star, tout ce qui brille, bienvenue chez les Ch'tis. Irréductible, Grand Prix au 25e festival de comédie de l'Alpe d'Huez. Je croyais que vous me citiez des films dans lesquels j'avais joué et j'en voyais pas. Non, parce que je crois que Radio Star, vous n'avez pas joué. Si? Ah non. Vous n'êtes pas dans Radio Star. Tout ce qui brille, non. Tous ces films-là ont eu une récompense importante à l'Alpe d'Huez, comme Irréductible. Oh, c'est adorable. Mais non, mais
Merci, non, je ris parce que je pensais que c'était les films. Et je me disais, mais c'est pas possible, il n'y en a pas un. Ce soir. Il n'y en a pas un, je suis dedans. Mais ça m'est déjà arrivé. Bienvenue chez les Ça m'est déjà arrivé une fois dans un aéroport, il dit, ah, mais mon gamin vous adore. Et camping, je dis non. Astérix, je dis non. Et puis je sais plus lequel était au troisième, je dis non, il y en a pas un de bon, mais ouais, bah, c'est pas grave, on s'en fout. J'ai eu t'as raison, on s'en fout. Mais, donc voilà, tous ces films-là ont eu une récompense importante à l'Alpe d'Huez. 25e édition cette année, Irréductible Grand Prix. Ça fait quoi? Je pense que déjà, il n'y a personne qui peut dire ça fait. Oui, j'en ai rien à foutre de recevoir des prix. Je crois que ça fait plaisir à tout le monde. Que quelqu'un vienne vous féliciter pour votre travail, c'est toujours extrêmement touchant et émouvant. Après, ce qui m'a surtout fait plaisir, c'est qu'aujourd'hui, on a tout à portée de main. On a on peut regarder les plus grands chefs-d'œuvre, les dernières séries à la mode, les derniers films à la mode sur un coin d'écran dans un TGV. Et du coup, moi, que les gens sachent que c'est mon prochain film qui sort le 29 juin, qui s'appelle Irréductible, déjà, et ce prix a aidé à ça parce que forcément, il y a un relais média. Donc déjà, si c'est ça, c'est déjà énorme. Je suis très, très content. C'est aussi un gage de qualité, on va le dire quand même très clairement. Une dernière question, parce qu'après on va aller en salle voir le public. Vous présentez votre film là lors de tournées d'avant-première, y compris dans les CGR de France, comme ici à Beauvais. Oui. Quelle est pour vous l'importance de cette rencontre avec le public avant la sortie du film? J'ai pas de mots, c'est primordial. Pour moi, on est en droite ligne du film. C'est-à-dire que si j'ai tourné mon film et que je l'ai monté, il n'y a aucune raison, sans mauvais jeu de mots, que je n'aille pas le montrer. Pour moi, c'est indispensable. Et je serais même malheureux. Ça va même plus loin, je serais malheureux de ne pas voir qui vient voir mon film, de ne pas discuter avec eux. Alors parfois, je le lance, c'est très court. Je fais on essaye dans la mesure du possible du planning de faire des questions-réponses, mais non, pour moi d'ailleurs c'est devenu c'est marrant parce que je fais le parallèle avec mon travail de one man et en fait je suis face aux gens comme je suis face aux gens au théâtre. Donc pour moi c'est la même énergie. Alors maintenant c'est à vous de jouer parce que c'est à vous de me mettre sur le grill. Alors qu'est-ce qu'il y a? Non, on est fonctionnaire. On n'a rien à faire. On n'a rien à faire. Voilà, très bien. Bon, on va démarrer sur le sujet des fonctionnaires. Merci Jérôme. Vous êtes vraiment comme j'en avais envie. Ça c'est vraiment une bonne chose. Oui. C'est important. Je l'ai rencontré, c'est un con. Voilà. Bon, et c'est un avantage. On rappelle que le film sort le 29 juin dans tous les CGR de France et dans tous les autres cinémas aussi. Il est distribué par SND et ça c'est très bien. On va aussi le retrouver pour ceux qui sont en Australie. Ou en Nouvelle-Zélande, parce qu'on ne faut pas les oublier. Le film sort là-bas. c'est vrai qu'on est vu là, oui, on peut être vu partout. Sort là-bas au mois d'août. Eh ben, vous me donnez une petite idée. Voilà. Parce que je ne savais pas où finir mes vacances. Mais il va falloir que le festival mette la main à la poche. Parce que je ne suis pas donné. Effectivement, merci beaucoup Jérôme. Merci. Je vais prendre une map monde, je vais la faire tourner. Et je vais foutre mon doigt au hasard dessus. Et je mute Pelletier à l'endroit du doigt. Tiens bon, Vincent, tiens bon. On voit où cette fois-ci? Il fait pas confiance aux Blancs parce qu'ils sont égoïstes, impolis et arrogants. C'est pas faux, mais c'est une toute petite partie des Blancs qu'on appelle les Parisiens.